Dernière ligne droite. Je vais vous présenter aujourd'hui un sujet qui est assez peu connu finalement lorsqu'on traite de données. On en entend parler de temps en temps. C'est un phénomène qui s'appelle les données manquantes. Alors moi je suis enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel et particulièrement au LASTIC, donc à l'IGN. Et je travaille depuis ma thèse sur les données manquantes, qui est un phénomène donc, qui arrive beaucoup lorsqu'on traite, lorsqu'on collecte, lorsqu'on analyse des données, et donc aussi les données géographiques. Et je vais plus vous parler des enjeux que des méthodes aujourd'hui. On va passer vite fait sur une méthode, mais le but c'est de vous présenter un peu ce qui se fait au niveau des enjeux et quelques défis pour les années à venir. Alors, ma présentation va s'articuler en 3 temps. Tout d'abord, je vais vous parler des données manquantes en observation de la Terre, et donc dans les données d'imagerie satellitaire de manière générale. Puis je vais vous présenter très rapidement quelques moyens qui sont mis en œuvre pour gérer les données manquantes et reconstruire les données. On appelle ça de l'imputation de données. Et puis je vais vous parler de ce qu'on appelle des données manquantes structurées. C'est celles qui posent vraiment problème et des défis qui sont liés aux données manquantes structurées. Alors, d'après Wikipédia, les données manquantes ou les valeurs manquantes se produisent lorsqu'aucune valeur de donnée n'est représentée pour une variable, pour une observation donnée. Autrement dit, on n'a pas la valeur, quoi. Bon. Les données manquantes sont courantes et peuvent avoir un effet significatif sur l'inférence, les performances de prédiction ou toute autre utilisation faite avec les données. Donc, dans cette définition, il y a au moins 2 temps. Le premier est purement définitionnel et statique, c'est-à-dire on dit qu'il n'y a pas de valeur. Dans le deuxième temps, on est plutôt dans les conséquences, les effets. Donc, qu'est-ce que ça produit en termes de conséquences? Et on sent avec cette définition que les données manquantes vont nous embêter. Si on veut faire de l'estimation statistique, donc de l'inférence, mais aussi de l'apprentissage automatique, de la prédiction. Mais cette définition ne nous permet pas de savoir ce que sont les effets significatifs et ne nous permet pas non plus de savoir d'où viennent les données manquantes, quelles sont leurs causes. Donc je vais vous parler justement des causes. Alors il y en a au moins 3, mais il y en a beaucoup plus en réalité. Là je fais des catégories, je simplifie, hein, excusez-moi pour ça, je réduis. D'abord dû à l'échelle d'observation. Évidemment, quand on a un échantillonnage spatial ou temporel, eh bien, on choisit de représenter les données de manière irrégulière ou discontinue. La modalité de collecte et de traitement des données. Typiquement un capteur qui peut être défectueux ou une couverture limitée du satellite, hein, ça c'est la modalité. On sait que sur l'équateur et sur le globe de manière générale, la couverture n'est pas homogène, et des limites de méthode de traitement où il faut appliquer parfois des seuillages, des masques qui vont créer des données manquantes. Et puis l'hétérogénéité des observations, ou des échantillons si on veut, par exemple les nuages dans les images optiques, dans les images aériennes, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous du nuage, donc on va considérer ça comme une donnée manquante si ce qu'on veut observer c'est ce qu'il y a en dessous. Et puis des données de sondage aussi par exemple, où des gens décident de ne pas répondre à des questions pour diverses raisons. Alors quelques exemples de données manquantes en observation de la Terre, tout d'abord dans le cas à une dimension, sur des séries temporelles, donc ici ce sont des séries temporelles qui mesurent le déplacement sur le piton de la fournaise. Donc vous avez des stations GPS, là, GNSS, qui sont placées sur le piton de la fournaise, et vous avez des séries là, qui mesurent le déplacement, donc là c'est le déplacement vertical dans le temps, et vous voyez qu'on a un certain nombre de données manquantes qui peuvent être périodiques ou pas, donc sur les 2 dernières séries là, et donc vous voyez qu'on voit apparaître des formes, hein. Donc on peut peut-être se servir de cette forme, de cette structure de données manquantes pour pouvoir les reconstruire. Et puis dans le cas à 2 voire 3 dimensions, si on a des séries temporelles d'images, eh bien on a des capteurs défectueux tout à gauche, des couvertures non homogènes du satellite ou des nuages dans les images optiques, voire du NDVI tout à droite. Alors quoi qu'il arrive, de manière générale, les données manquantes sont un frein à la compréhension des phénomènes physiques sous-jacents à ces observables-là. Si on veut observer le niveau des océans monter et qu'il y a des nuages, c'est problématique. Bon, en fait, on ne va pas le faire avec des images optiques, mais c'était juste un exemple comme ça. En tout cas, il y a d'autres phénomènes physiques dont la compréhension sera rendue partielle à cause de ces données manquantes. J'ai parlé de la montée des océans. On peut aussi parler de la fonte des glaces et toute autre activité créée par, tout autre phénomène créé par des activités anthropiques.
Donc pourquoi je parle de la fonte des glaces et des glaciers, du volume de glace? Parce que je vais parler de l'évolution des glaciers et du lien avec les données manquantes. Alors, avant de faire ce lien-là, je vais vous parler de cartes de vitesse de déplacement qui sont obtenues par satellite, et on va essayer de voir en quoi est-ce qu'il y a des données manquantes dans ces cartes. Alors, pourquoi s'intéresser aux cartes de déplacement et à la vitesse de déplacement des satellites? Alors, la vitesse de déplacement, il y a au moins deux raisons. Donc là, je parle sous l'égide de physiciens, de glaciologues, je ne suis pas moi-même, hein. Elle contrôle en grande partie la distribution spatiale du volume de glace à l'échelle du globe, si on regarde la vitesse des déplacements des glaciers. Et c'est une contrainte qui est très importante pour obtenir en sortie des sorties réalistes de modèles de dynamique de glace. Donc très important pour le glaciologue. Et donc il y a des gens qui ont travaillé sur obtenir, calculer des vitesses de déplacement à l'échelle du globe, une cartographie de la vitesse de surface des glaciers à l'échelle mondiale. Donc c'est des études assez récentes, les données sont en ligne, et là ce que vous voyez, ce sont des vitesses de déplacement moyennées sur un an, sur plein de glaciers dans le monde, obtenues à partir d'archives d'images, donc des centaines de milliers d'images, Sentinel et Landsat. Alors, quel est le lien avec les données manquantes? Bon, vous me voyez peut-être venir, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour cartographier le volume de glace, qui est, je vous le rappelle, une variable climatique essentielle. Malgré cela, les cartes de vitesse sont souvent incomplètes. Moi, j'essaie de vous ramener vers là où j'ai des connaissances, c'est-à-dire les données manquantes. Pourquoi? Parce que, en partie, c'est dû au changement des propriétés de surface entre deux acquisitions. Vous prenez une photo d'un satellite un jour, puis la semaine d'après, peut-être qu'il a neigé entre-temps, et vous ne pouvez pas calculer le déplacement. Et donc, ça va créer des données manquantes. Et en fait, c'est ce qu'on voit finalement sur ces cartes-là. Que ce soit dans les Alpes françaises, Suisse ou en Nouvelle-Zélande, mais il y a plein d'autres exemples, il y a des données manquantes sur les vitesses de déplacement en blanc ou en gris au milieu, et à droite c'est aussi en blanc. Donc souvent c'est dans les zones où le déplacement est soit trop fort, soit pas assez fort. Bon, il y a plein de problèmes, je ne vais pas détailler. Alors comment on fait? Je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu de méthode, bon, on va le faire très rapidement. Comment est-ce qu'on fait pour reconstruire ces données manquantes? Je vous présente juste un moyen de le faire. Donc là, normalement, il y a une animation avec des données, des trous qui se bouchent au fil des itérations. Là, ça ne marche pas, donc c'est pas grave, hein, mais vous pouvez peut-être l'imaginer. On va reconstruire les données, on va les imputer, donc tout d'abord par la moyenne dans l'initialisation de cette méthode, et puis on va estimer les valeurs manquantes de manière itérative, de sorte qu'on minimise une fonction donc qui fonctionne justement de l'estimation de nos valeurs manquantes avec la vraie valeur qu'on connaît en fait. Bon, je ne vais pas détailler parce que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ça peut donner des champs. Le but, c'est d'avoir des champs qui sont continus en temps et en espace pour pouvoir ensuite potentiellement mieux contraindre des modèles de dynamique glaciaire. Voilà pour les méthodes. Donc j'en arrive aux données manquantes structurées. Depuis le début, je vous parle de données manquantes structurées, de formes de données manquantes, mais je n'ai pas défini ce que c'était. C'est elles qui nous posent vraiment problème, et dans les données manquantes structurées, on va séparer la forme du mécanisme, c'est-à-dire la forme des données manquantes de ce qui cause les données manquantes. Donc les formes, il y en a plusieurs, hein. Vous voyez, ça peut être des données manquantes en bloc, comme on l'a vu par exemple sur nos capteurs, nos séries temporelles de déplacement. Ça peut être des données manquantes complètement aléatoires, réparties aléatoirement de manière spatio-temporelle, etc. Et puis il y a le mécanisme. Le mécanisme, c'est pourquoi et d'où les données sont manquantes, quoi. Alors il y en a au moins trois. Le premier, c'est les données manquantes sont indépendantes des données, c'est-à-dire elles apparaissent de manière aléatoire, comme l'arrêt d'une mesure pour des intempéries qu'on n'a pas pu prévoir, par exemple. Le deuxième, c'est les données manquantes sont dépendantes des données observées. Donc là, c'est plutôt les nuages dans les images satellites, d'accord. Et puis, le troisième cas, c'est tous les autres cas. Et le troisième cas, c'est très problématique, par exemple, dans les données censurées, des gens qui ne voudraient pas donner leur niveau de revenu dans un sondage, justement à cause de leur niveau de revenu. Donc on n'aura jamais cette valeur, en fait. Donc le but, ça serait d'exploiter, et il y a des études, il y a des gens qui essaient de faire ça, moi y compris, d'exploiter cette structure, donc la forme plus le mécanisme, pour avoir de meilleures prédictions
de meilleures inférences, de meilleures imputations, d'accord, et aussi de meilleures estimations. Donc, je vous parlais des données manquantes structurées et de leurs causes. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de causes de données manquantes. Là, on va parler de causes de données manquantes structurées. C'est un peu différent, hein, parce que structuré, on est en train de regarder la forme et le mécanisme. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce que les données manquantes peuvent avoir une structure? Lorsqu'on va faire de la fusion de données multimodales, par exemple. Une modalité qui est observée, mais pas une autre. La fusion de données multi-échelles, des données à échelles différentes. On va créer des formes de données manquantes. Toujours la modalité de collecte des données, donc les dysfonctionnements de capteurs, par exemple, peuvent créer des formes de données manquantes spécifiques. Et l'hétérogénéité des échantillons. Ça, on l'a déjà vu. Donc, je vais vous parler de quelques défis qui ont été exprimés très récemment dans un papier écrit par des chercheuses et chercheurs de l'Institut Alan Turing concernant les données manquantes structurées dans 4 domaines. Je pense que je vais en aborder peut-être 2. Concernant l'inférence et l'estimation statistique, l'imputation des données, donc la reconstruction, la prédiction des algorithmes de machine learning et des implications éthiques que peuvent poser les données manquantes. Donc, tout d'abord, en termes d'estimation statistique. Alors, pourquoi est-ce que les données manquantes structurées peuvent créer des biais lorsqu'on essaye d'estimer des statistiques, des moyennes, des covariances, tout ce que vous voulez? À gauche, vous avez des données observées en couleur qui sont une bonne représentation de vos données. D'accord? Missing completely at random. À droite, les données observées ne sont pas une bonne représentation de l'ensemble de votre donnée. Donc, si vous voulez estimer une moyenne, de facto, en fait, vous allez être biaisé. Et donc ça, il faut le prendre en compte dans notre estimation. Donc ça, il faut développer plein de méthodes, il faut modéliser le mécanisme, etc. Il y a plein de choses à faire. L'imputation des données manquantes. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut imputer les données manquantes? Si vous n'en avez pas beaucoup, peut-être pas. Et si oui, avec quelle méthode? À gauche, vous avez une imputation par la moyenne. Vous voyez que ce n'est pas du tout un bon moyen de reconstruire les données en rouge, alors qu'à droite, vous avez une imputation avec une méthode qui est un peu meilleure, où les données reconstruites en rouge sont bien dans la distribution des données observées. Je vais passer sur les prédictions et je vais finir sur les implications éthiques. On sait aujourd'hui qu'il y a de nombreux biais socioculturels à tous les stades de la collecte et de l'analyse des données, dont les données géographiques aussi. Et donc, il y a des phénomènes de labels ou de classes manquantes, de données manquantes, puisqu'on les omet en fait. On peut considérer ça comme un problème de données manquantes. Donc il faut se poser les questions, quelles données sont collectées, comment, par qui, et pour quels usages. Un exemple paradigmatique est celui de la base de données ImageNet, qui est une cartographie du monde des objets, mais qui a, par son histoire, en fait, incorporé de nombreux biais sexistes, homophobes, etc. Et donc, se pose la question de la vérité terrain et de l'exhaustivité de notre vérité terrain, qui est en réalité, on le sait, un mythe, puisque établir une vérité terrain, c'est simplifier, c'est réduire. Donc ça pose des problèmes de sous-représentation, et donc se pose aussi la question de la généralisation des modèles. Un message de fin: si vos données n'ont pas de données manquantes, c'est bien, vous n'avez rien à faire. Sinon, eh bien, tentez de minimiser la création de données manquantes lors de la collecte des données, donc lors de la fusion par exemple de données multimodales multi-échelles. Veillez à un équilibre des classes, si vous pouvez. Adaptez le traitement et l'analyse en conséquence. Est-ce qu'il faut imputer ou pas, et si oui, avec quelle méthode? Et quelle méthode d'inférence, si vos données sont manquantes avec des mécanismes, donc biaisés. Et interpréter les résultats avec prudence, donc recourir à l'avis d'un expert ne peut pas faire de mal. Si vous traitez des données, je ne sais pas, dans le monde médical, eh bien appelez un médecin, et avoir conscience aussi des limites des systèmes de prédiction, puisqu'ils nous donnent les résultats à partir des vérités terrain qu'on leur fournit, qui sont limitées. Donc les résultats seront limités. Merci à vous. Merci Alexandre. Est-ce que
ces travaux ont été appliqués aussi au cas de données géographiques vecteurs. Parce que quand il y a des données, parfois il manque un attribut, il y a un attribut qui n'est pas renseigné. Donc c'est encore un autre type de données manquantes. Oui, j'en ai pas du tout parlé. Et alors, en fait, pour être très clair, je ne sais pas vraiment. Je ne suis pas vraiment spécialiste des données vecteurs, ni des données manquantes sur les données vecteurs. Je sais que beaucoup de méthodes de données manquantes ont été appliquées sur des données avec des variables catégoriques, donc avec des attributs qui pourraient s'apparenter à des données vecteurs donc, qui sont des données géographiques. Moi, je connais des données, par exemple, dans le monde biomédical, etc. Et donc, effectivement, quand il y a des attributs qui manquent et d'autres non, on peut utiliser la relation, justement les relations inter-attributs. Est-ce qu'un attribut manque parce qu'un autre attribut est renseigné, etc., etc. Et effectivement, c'est des choses qu'il faudrait creuser et que personnellement, sur les données vecteurs, je n'ai pas creusé, mais ce serait super de voir ça. Ouais. Voilà.